Le passage au tout numérique dans l'audiovisuel est fixé pour 2015. Ce lundi, les experts étaient réunis autour du Premier ministre pour réfléchir à une bonne transition de l'analogique au numérique d'ici le 17 juin 2015, date butoir. Les diplomates s'impliquent dans le plan d'action pour faire face à la situation alimentaire au Mali, élaboré par le gouvernement. Déjà pour les premières actions, plus de 19 milliards de francs CFA devraient être mobilisés. La rééducation fonctionnelle, c'est le thème de notre page santé. Une technique pour aider une femme qui, après une grossesse, a des fuites urinaires et qui consiste à combiner médicaments et gymnastique. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous sur l'ORTM et bienvenue à ce journal. Le gouvernement de la République du Mali informe l'opinion nationale et internationale de l'arrestation par les forces spéciales maliennes le 8 décembre 2011 du commando qui a enlevé les 2 ressortissants français à Ambori le 24 novembre dernier. Les intéressés sont mis à la disposition de la justice pour les besoins de l'enquête. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'une des personnes arrêtées est passée aux aveux en reconnaissant être le chef du commando et auteur de l'enlèvement des 2 Français. Le gouvernement de la République du Mali réaffirme sa détermination à prendre toutes les dispositions appropriées pour assurer la protection des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue du territoire national. Arrestation donc du commando qui a enlevé les 2 ressortissants français à Ambori le 24 novembre dernier. Commando arrêté par les forces spéciales maliennes le 8 décembre dernier. Audience à la primature, plutôt à la présidence. Le chef de l'État, Amadou Toumani Touré, a reçu cet après-midi en audience une délégation de plusieurs pays de la sous-région réunis ici à Bamako pour un colloque sur les crises du 11 décembre dernier sur initiative du Parti pour la Renaissance nationale, PARENA. Ils ont présenté au chef de l'État les conclusions issues des travaux et lui ont remis un rapport de synthèse. Pour plus de précisions, écoutons Ba Aboubakar Moussa, porte-parole des participants et premier vice-président de l'Union des forces des projets de Mauritanie. Il est au micro de Saba Sissoko. Les crises du Sahel, les solutions en perspective, en particulier en ayant en vue non seulement les conflits intercommunautaires, mais les questions relatives aux différents trafics de drogue et autres, et à la criminalité en toutes sortes. Et là, il s'est révélé qu'il y avait une identité de point de vue sur ces questions. L'identité de point de vue tourne autour de la question suivante, c'est que sur ces questions capitales, si la question militaire est capitale et elle est essentielle, il n'y a pas de solution militaire. Il n'y a pas de solution par la violence. Il n'y a de solution que par le dialogue, la concertation, l'échange de points de vue, de manière à associer toutes les parties prenantes et sans exclusive, et en particulier en accent sur les légitimités nationales, sous-régionales et locales pour faire en sorte que les populations concernées assument leur propre destin et se reconnaissent dans les institutions. Et nous ne pouvons pas résoudre les problèmes, a dit le président Amadou Toumani Touré, sans vous, vous des partis politiques, vous de la société civile, vous des différentes communautés. Aidez-nous et faisons en sorte de sauver nos pays, d'assurer la paix et la sécurité en comptant sur nous. Mais également, il a dit, mais nous n'allons pas faire appel aux autres pour défendre la souveraineté. Les autres amis, les partenaires peuvent nous aider, mais c'est à nous, en tant que pays de la sous-région, d'assumer par les moyens qui sont les nôtres la souveraineté et la sécurité par nos propres moyens. Activité du Premier ministre à présent, Cissé Mariam Kaïdama Sidibé a présidé ce matin la première réunion du Comité national pour la transition de la radiodiffusion analogique vers le numérique. L'objectif de cette réunion est de permettre aux membres du comité de réfléchir sur les voies et moyens pour mener à bon port la transition de l'analogique au numérique d'ici 2015, date butoir fixée par l'Union internationale des télécommunications. Reportage Mahamadou Doumbia. Institution spécialisée des Nations Unies, l'Union internationale des télécommunications a fixé la date d'arrêt de la diffusion analogique au 17 juin 2015 et son remplacement par une diffusion numérique.
Consciente de l'existence d'une fracture numérique entre les pays du Nord et ceux du Sud, l'Union internationale des télécommunications a initié un accompagnement des pays les moins avancés, dont le Mali, pour réussir la transition. La transition vers le numérique, tout en permettant une gestion plus efficiente des fréquences, va offrir à travers la radiodiffusion télévisuelle numérique un choix plus large de programmes, une meilleure qualité de l'image et du son, des services interactifs ainsi que différentes applications électroniques que la télévision analogique, à cause de ses limites technologiques, n'aurait jamais pu offrir à nos populations. Pour faire face à cette transition, un comité national pour la transition de la radiodiffusion analogique vers le numérique a été créé. Il a pour mission de coordonner et d'orienter les actions à mener en vue d'assurer ce changement vers le numérique pour l'ensemble de tous les acteurs nationaux et les partenaires techniques et financiers. Ce n'est pas un mouvement qui concerne seulement le Mali, c'est un mouvement national, c'est un mouvement sous-régional, c'est un mouvement mondial. Si nous n'arrivons pas à réussir ce passage, à partir de 2015, il y a beaucoup de matériels qui seront obsolètes. Et il faut également que le public et le privé se donnent la main pour réussir ce passage de l'analogique au numérique, parce que ça concerne tous les segments, tous les secteurs de la société. Aujourd'hui, nous avons également adopté une feuille de route qui fait la planification graduelle des différentes activités que nous devons mener jusqu'en 2015 pour qu'en 2015, nous puissions réussir, avec l'ensemble des pays de la sous-région, nous puissions réussir ce passage de l'analogique au numérique. Le leadership de notre pays sur les enjeux de la transition numérique se conforte là davantage avec l'organisation au premier trimestre 2012 d'une rencontre internationale sur la transition numérique en partenariat avec l'Union internationale des télécommunications. Le réseau mondial de l'entrepreneuriat des jeunes apporte son expertise dans notre pays pour rentabiliser les efforts du gouvernement en matière de lutte contre le chômage. La présidente mondiale du réseau en visite au Mali a eu ce matin une réunion avec certains membres du gouvernement et les représentants du secteur privé. Le compte-rendu de la réunion qui s'est tenue au ministère des Affaires étrangères, c'est avec Bourama Traoré. Yoff Enterprise Generator et Yoff Trued, ce sont deux projets majeurs qui seront bientôt mis en œuvre au Mali. Ces projets se veulent une réponse à la problématique du chômage des jeunes. À l'initiative du réseau mondial IS et du gouvernement du Mali, ils visent à favoriser l'autonomisation des jeunes entrepreneurs avec comme seule finalité la réduction du taux de chômage des jeunes maliens. Pour parvenir à bout du chômage des jeunes, nous devons tous conjuguer les efforts. Décideurs, partenaires techniques et financiers, organisations de la société civile, jeunes eux-mêmes, afin d'aboutir à des résultats beaucoup plus probants. Pour obtenir des résultats assez significatifs en matière de lutte contre le chômage des jeunes, la présidente du réseau mondial IS souligne la nécessité de développer un partenariat encore plus élargi. Selon Mme Pona Alwalia, l'accent doit être également mis sur la promotion de l'entrepreneuriat jeune. En la matière, le Mali aura soupé un document cadre de politique de la jeunesse. Ce document, qui sera bientôt examiné par le Conseil des ministres, est essentiellement axé sur l'autonomisation de la jeunesse. Autonomisation qui doit garantir la pleine participation des jeunes au développement national. Ce document cadre de politique de la jeunesse est perçu comme une réponse à l'insertion des jeunes dans les secteurs de production afin d'accroître significativement les indices de développement. Ce lundi, il a été aussi question du plan d'action élaboré pour faire face à la situation alimentaire au Mali. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a eu une rencontre ce matin avec le corps diplomatique. Il s'agissait pour lui de donner d'amples informations sur le dit plan. À la fin de la rencontre, plusieurs partenaires se sont engagés à aider notre pays dans la mise en œuvre du plan d'action. Déjà, pour les actions à mener entre décembre 2011 et février 2012, plus de 19 milliards de francs CFA devraient être mobilisés. Amadou Sankaré. 3 semaines après son adoption par le comité interministériel présidé par le chef de gouvernement, le plan d'action d'urgence sur la situation alimentaire au Mali est présenté au corps diplomatique et autres partenaires techniques et financiers. L'objectif de cet exercice est de partager le contenu de ce document avec les diplomates dans un premier temps et dans un second temps obtenir leur accompagnement dans la mise en œuvre des différentes actions.
les besoins identifiés par le gouvernement nécessitent la mise en œuvre d'un programme portant sur la distribution générale pour la prévention de la malnutrition, la prise en charge nutritionnelle des enfants de 6 à 60 mois souffrant de malnutrition aiguë, le renforcement des cantines scolaires. Au regard de ces besoins, le gouvernement sait qu'il peut compter sur votre appui. Entre la période de décembre 2011 et février 2012, pour l'achat de céréales, de semences et de l'aliment bétail, plus de 19 milliards de francs CFA seront mobilisés. Et c'est là que les partenaires sont surtout attendus. Déjà, certains, par exemple, ont déjà dit leur disponibilité, en tout cas à prendre en charge certaines actions. Et certains disent leur disponibilité à partager avec le Mali par rapport à la malnutrition, d'autres par rapport à la fourniture de céréales pour pouvoir justement couvrir les besoins exprimés dans ce plan d'urgence. Pour le commissariat à la sécurité alimentaire, l'État a déjà un dispositif qui permet d'agir efficacement. Nous avons un dispositif, en tout cas de gestion des crises alimentaires au Mali. À travers ce dispositif, nous avons d'abord des organes de gestion de la sécurité alimentaire depuis le niveau national jusqu'au niveau communal. Au niveau national, par exemple, le Conseil national de sécurité alimentaire présidé par le Premier ministre. Et au niveau le plus bas de la décentralisation de la commune, le comité communal de sécurité alimentaire est présidé par le sous-préfet. Des outils de gestion de l'insécurité alimentaire. Ce plan d'action qui s'étend sur 12 mois est évalué à un peu plus de 103 milliards de francs CFA. Et nous restons dans l'alimentaire avec un atelier sous-régional de suivi des projets initiatives eau et sécurité alimentaire en Afrique et amélioration de la production de riz en Afrique de l'Ouest en réponse à la flambée des prix des denrées alimentaires. Les 7 pays bénéficiaires sont réunis ici à Bamako pour 5 jours durant lesquels ils vont échanger sur l'état des lieux des réalisations faites par les projets ainsi que sur les perspectives pour 2012. Salimata Dao. L'ambition d'assurer la sécurité alimentaire en Afrique a poussé l'Organisation mondiale pour l'agriculture et l'alimentation à entreprendre des programmes. Parmi ces programmes figure l'initiative Eau et sécurité alimentaire pour l'Afrique, USA, et l'amélioration de la production de riz en Afrique de l'Ouest en réponse à la flambée des prix des denrées alimentaires à Prao. Les pays bénéficiaires sont réunis à Bamako pour un atelier conjoint de suivi de ces projets. L'ISA vise à soutenir les efforts des pays bénéficiaires dans la recherche de la sécurité alimentaire à travers une meilleure valorisation de leurs ressources en eau et le développement de l'agriculture irriguée à moindre coût. De même, le projet régional APRAO vise à contribuer à l'atteinte de la sécurité alimentaire en augmentant la productivité et la production de riz en Afrique de l'Ouest. Ces projets ont été lancés progressivement depuis 2007 et concernent le Burkina Faso, la Guinée, le Mali, le Niger, le Sénégal, la Mauritanie et la Côte d'Ivoire. Ils sont financés en grande partie par l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement. Cette initiative a bénéficié au départ pour les projets nationaux d'une enveloppe de 18,9 millions de dollars octroyés par l'AECID. La coordination régionale de l'initiative a aussi bénéficié de la part de l'AECID d'une enveloppe de 1,58 millions de dollars pour la mise en œuvre de ces activités. Cette année, le Mali a enregistré un déficit de pluviométrie entraînant la baisse de la production agricole. Résultat, la flambée des prix des denrées. Face à cette inquiétude, permettez-moi de vous inviter à partager les différentes expériences et connaissances que vous nous avez amenées chacun de vous, de vos pays respectifs. De nous suggérer des stratégies pour améliorer la productivité de l'eau agricole et enfin de nous donner des outils pour les décisions politiques, notamment sur comment contribuer à la sécurité alimentaire dans un contexte de changement climatique. Cette rencontre qui va durer 5 jours permettra aux participants d'échanger sur les résultats et l'état d'avancement des projets, de proposer des perspectives et un programme 2012 en tenant compte des ressources disponibles et des délais restants. Plusieurs
Bamako, en ce moment, capitale des rencontres. Toujours ce matin, la 5e réunion de coordination du réseau des laboratoires nationaux de diagnostic vétérinaire d'Afrique de l'Ouest et du Centre s'est ouverte. À l'ordre du jour de cette rencontre sous-régionale, le bilan des 5 ans d'existence du réseau et les perspectives envisagées pour son bon fonctionnement, entre autres. Les débats devront être sanctionnés par des recommandations visant l'amélioration de la santé animale. Reportage Agali Agissa. Le réseau des laboratoires nationaux de diagnostic vétérinaire d'Afrique de l'Ouest et du Centre, Réseau Lab, a été créé en 2007 à Bamako. Il veille à rendre plus efficaces les actions de recherche et à assurer la meilleure diffusion des résultats qui en découlent dans le secteur de l'élevage et de la pêche. Et c'est la 5e fois consécutive que les représentants des 23 laboratoires nationaux affiliés et les experts d'autres continents se retrouvent dans la capitale malienne pour échanger sur certaines préoccupations. Cette 5e réunion de coordination offre l'opportunité aux participants venus de tous les horizons d'échanger sur le bilan et les activités à venir de leurs laboratoires respectifs et de leur réseau et sur les problématiques des crises sanitaires majeures actuelles ou potentielles pour la région et pour la planète tout entière. Durant ces 5 ans d'existence, le réseau a œuvré pour mieux outiller ses membres à travers l'équipement des structures de recherche et la formation des agents vétérinaires. Cependant, tout n'est pas rose. Des défis restent à relever pour lutter efficacement contre les maladies animales. Certes, cette menace de grippe aviaire s'est estompée, mais de nombreux défis en matière de santé animale et publique nous interpellent encore. Selon l'Organisation mondiale de la santé animale, 60% des maladies humaines infectieuses connues sont d'origine animale, de même que 75% des maladies humaines émergentes. Ces données replacent la santé animale au cœur des stratégies de santé publique. La réunion de 5 jours doit aboutir à des solutions pérennes pouvant contribuer à l'amélioration de la santé animale. La rencontre a été possible grâce à l'appui de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, et ses partenaires, dont le Centre régional de santé animale de Bamako. La 3e session extraordinaire du Conseil économique, social et culturel s'est ouverte ce matin au siège de l'institution à Koulouba. Cette session, qui durera en toute la semaine, portera essentiellement sur le renouvellement partiel du bureau et traitera de 2 sujets, le réseautage des élus dans la prévention des catastrophes naturelles et les accidents de la circulation routière. La cérémonie était présidée par le président du Conseil économique, social et culturel, Jamil Bitar, en présence du ministre des Relations avec les institutions, Abdoulaye Sall. Reportage Oumar Kouressi. La dernière session du Conseil économique, social et culturel date de juin 2011. Après donc 6 mois d'absence, le plaisir était grand chez les conseillers de se retrouver à l'occasion de cette session extraordinaire pour renouveler en partie le bureau de l'institution. Mais l'actualité brûlante marquée par la crise céréalière au Mali a naturellement poussé l'institution à évoquer la question. La conjoncture économique chez nous est dominée par une crise céréalière provoquée par un déficit céréalier très sévère par endroits. Mais nous pouvons saluer la prompte parade des pouvoirs publics déclinée à travers un plan d'action précis, conforté par l'appui de nos pays amis. Les réformes constitutionnelles qui modifieront la gouvernance nationale ont été également soulignées par le président du Conseil économique, selon qui les débats en cours sur le sujet sont à mettre au crédit de la démocratie au Mali. Mais véritablement, ce qui semble bien préoccuper le président de l'institution est la situation sécuritaire de la bande sahélienne. L'insécurité qui sévit dans notre pays a atteint son paroxysme avec la crise libyenne et ses effets collatéraux. Le nord du pays devient compliqué. La bande sahélo-sahélienne s'embrasse, mais les propositions maliennes sont bien crédibles. Il serait donc hypocrite de soutenir le contraire.
Les populations sont donc invitées à s'impliquer dans l'organisation de la paix par des actions culturelles, des hymnes et des festivals. La présente session, qui s'achève vendredi, traitera de deux sujets non moins importants. Le réseautage des élus dans la prévention des catastrophes naturelles et les accidents de la circulation. Le renouvellement partiel du bureau et la présentation de la nouvelle nomenclature du Conseil économique, social et culturel mettront fin à cette session. La coopération suisse vient d'accorder un financement de 156 millions de francs CFA au ministère des Relations avec les institutions. Ce financement sous forme de subvention servira à renforcer le dit département dans son rôle d'interface entre les institutions de la République représentative et celle de la démocratie participative sur le terrain. La signature du protocole d'accord de financement a eu lieu cet après-midi au ministère des Relations avec les institutions. Reportage Salimata Dao. Ces signatures valent 156 millions de francs CFA, un coup de pouce de la direction du développement de la coopération suisse au ministère des Relations avec les institutions. Ce financement sous forme de subvention allant jusqu'à fin avril 2012 va aider le département des relations avec les institutions à poursuivre sa campagne d'information, de sensibilisation avec le collectif des jeunes et des femmes pour la cause de la démocratie. La coopération suisse, elle est une coopération qui croit beaucoup aux institutions et comme on l'a bien entendu, les institutions, ça englobe plusieurs structures, donc publiques, mais aussi des structures associatives ou des structures traditionnelles. Donc nous, on pense dans une démocratie partagée, c'est très important que tout le monde retrouve sa place là-dedans. Et c'est dans ce sens-là qu'on appuie le ministère. En matière de démocratie, le Mali a des acquis, poursuit la directrice résidente de la coopération suisse, acquis qu'il faudra cependant consolider en mettant en relation les institutions de la démocratie représentative et celles de la démocratie participative, une des tâches du ministère des Relations avec les institutions. Si le gouvernement est une institution de la République, une institution constitutionnelle, ce gouvernement doit aller à la rencontre du peuple. Et comment? À travers la connaissance ou la compréhension des institutions. Qui dit également démocratie participative, dit également toutes ces associations, toutes ces mutuelles, tous ces syndicats qui se forment, qui en réalité ne décident pas, mais doivent participer à la construction de la démocratie dans notre pays. Privilégier le dialogue avec tous les partenaires sociaux. Ça veut dire que cet argent va être utilisé dans la recherche de ce dialogue constructif. Le dialogue ainsi établi entre les citoyens ouvre la voie sur des chantiers porteurs de changements innovants dans les relations entre les institutions. Voilà, vous l'avez compris, le reportage était de Sira Batili. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a rencontré cet après-midi les membres du bureau de coordination de l'Association des élèves et étudiants du Mali. Sylvie Ginette Bellegarde a voulu, à travers cette entrevue, recenser les doléances des étudiants en vue de la prochaine rentrée universitaire. Une rentrée qui a été maintes fois reportée à cause des récentes réformes de l'enseignement supérieur. Cette fois-ci, la ministre a rassuré les responsables de l'AEM que les cours pourront démarrer avant fin 2011. Si tout se passe dans les conditions normales. Aboubakar Maïga nous en dit plus sur les échanges. À quand la rentrée universitaire 2011-2012? Les responsables de l'Association des élèves et étudiants du Mali sont impatients et attendaient du chef du département de tutelle une date précise pour la reprise des cours dans les 5 universités du Mali. Et Sibi Ginette Bellegarde rassure. Les cours vont commencer en 2011. Ce ne sera pas le 25, ce ne sera pas le 31 non plus. Mais nous allons commencer. Amadoun Traoré et ses hommes se sont aussi montrés préoccupés des conditions d'inscription des étudiants dans les campus universitaires et dans les différentes facultés. Ils dénoncent entre autres les retards dans la tenue du concours d'entrée à l'Institut universitaire de gestion et les non-respects des accords signés avec les Centres nationaux des œuvres universitaires. J'ai bien vu effectivement le document qui proposait les tarifs de 1000 et 1500. Ce que je peux dire, si un accord a été signé, il sera respecté. Il sera respecté. J'y veillerai. L'affaire des résidences privées, ça c'en est une autre. Et je vais m'impliquer dans cette affaire-là.
Cette rencontre s'inscrit dans la logique d'une série de concertations initiées par les ministres de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. La charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Ce sujet était au centre d'une rencontre sous-régionale initiée par le Centre d'études pour la démocratie et le développement économique et social. La rencontre de Bamako a pour objet d'échanger avec les pays qui ont ratifié la charte afin d'amener le Mali à suivre l'exemple. Sorona Kamisoko. Des députés venus du Bénin, du Niger, du Burkina Faso et du Mali prennent part à cette rencontre de 2 jours. Une rencontre qui se veut un cadre d'échange sur les voies et moyens pouvant inciter le Mali à être parmi les 15 pays qui ont ratifié la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Cette charte a été adoptée par la conférence des chefs d'État à Addis Abeba en janvier 2007. Et sa ratification est suspendue au fait qu'il faut au moins 15 États signataires, ratificateurs, pour la mettre en vigueur, pour qu'elle entre en vigueur. Alors jusqu'ici, on n'a pas réuni les 15 signatures depuis 2007. Je pense que la ratification de la charte ne pose pas de problème au Mali parce que tout le monde sait que le Mali c'est un pays démocratique, c'est un pays de respect des droits de l'homme. En tout cas, en ce qui nous concerne, une fois que la ratification sera déposée sur la table de l'Assemblée, la charte va être adoptée par l'Assemblée nationale. Il n'y a aucun doute à ce niveau. Pendant les 2 jours de travaux, les parlementaires vont débattre des thèmes comme la stratégie de la ratification de la charte, le rôle des partis politiques et de la société civile, ainsi que les défis et les enjeux de la ratification de la charte pour les élections générales de 2012. Pour la réalisation de cet objectif, des stratégies seront définies. Les stratégies, c'est en fait d'abord c'est d'informer la population et c'est d'ouvrir une campagne pour arriver à la ratification de cette charte-là. Les recommandations et les stratégies qui sortiront de cette rencontre devront permettre de ratifier la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. À présent, fenêtre sur les activités politiques du jour. Le président de la Convention nationale pour une Afrique solidaire face au RR, Soumana Sako, a assisté hier après-midi à Moriba-Bougou à l'arrivée d'un grand nombre de militants d'autres formations politiques dans son parti. La motivation des nouveaux adhérents avec Boubacar Sissoko. Ces centaines de militants qui ont quitté d'autres formations politiques pour la Convention nationale pour une Afrique solidaire, CNAS face au RR, sont convaincus que seul Soumana Sako peut faire l'affaire du Mali en 2012. Après 20 ans d'exercice d'autres partis, nous avons constaté qu'il n'y a pas eu de résultats. Aujourd'hui, le problème de la santé, le problème de l'école, le problème de l'insécurité, va grandissant dans ce pays. Donc, nous nous sommes dit, écoutez, celui qui a pu résoudre le problème crucial des salaires en si peu de temps, et si on lui donnait 5 ans, ce dernier pourra nous sortir de ce gouffre-là. Ces nouveaux adhérents se reconnaissent en l'homme. Ils comptent s'investir à Moriba-Bougou pour que le candidat Soumana Sako ratisse large lors de l'élection présidentielle de 2012. À cet effet, le président de la CNAS face au RR a rassuré les militants de son parti qu'il n'y aura pas de militants de première ni de dernière heure. Une occasion de les sensibiliser également autour de son programme de gouvernance, une fois qu'il serait élu. Dans ce programme, une large place sera accordée à la lutte contre la corruption. La démocratie, la participation politique n'est pas une question de distribution d'argent, ce n'est pas une question de distribution de monstres de savon, c'est une question d'engagement patriotique d'hommes et de femmes qui sont décidés à se retrousser la manche pour faire avancer ce pays. Et la CNAS face au RR est un grand creuset où tous les patriotes sont les bienvenus. Cette rencontre avec les militants de Moriba-Bougou a été saisie par le candidat de la CNAS face au RR pour inviter les militants à retirer leurs cartes d'électeurs. Les militants ont été également informés de la tenue du premier congrès ordinaire du parti, les 17 et 18 de ce mois, où le candidat Soumana Sako sera investi pour l'élection présidentielle de 2012.
Autres activités de cette même formation politique, la Convention nationale pour une Afrique solidaire, FASO-RE, a rencontré le 6 décembre dernier le comité exécutif national de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali, CSTM, pour échange sur les grandes questions d'intérêt national. La même délégation de la SNAS FASO-RE a rencontré 2 jours après, donc le 8 décembre, une délégation du Rassemblement pour le développement et la solidarité RDS. Les deux formations politiques ont convenu de pérenniser ce cadre de dialogue et de concertation. Conférence régionale du Rassemblement pour le Mali, RPM à Ségou, présidée par son président Ibrahim Boubacar Keïta, accompagné d'une délégation des responsables du RPM. La conférence d'hier dimanche avait pour ordre du jour plusieurs sujets, dont les élections de 2012. De Ségou, la correspondance de Honoré Tienou. Cette conférence de la section RPM de Ségou a été l'occasion pour les militants et sympathisants du parti de faire une démonstration de force, témoin de la bonne santé de ce parti dans la capitale des Balanzans. Ici, depuis l'entrée de la ville, le président du parti a été ovationné par les militants jusque dans la salle Tiantigba Dante, où une foule de grands jours l'attendait. Là, associations, partis affiliés et autres sympathisants, tous étaient venus. Bref, l'ambiance était celle du grand jour. Permettez-moi de remercier ici les représentants des partis amis invités à la conférence et qui nous ont fait l'honneur d'être avec nous. Aux militants des différents clubs, mouvements et associations de soutien au camarade Ibrahim Boubacar Keïta, à tous les patriotes de divers horizons ici présents, je dis merci de vous être associés à nous pour cette conférence combien importante à plus d'un égard. Un autre temps fort de cette conférence a été les remises d'appel à candidature d'Ibrahim Boubacar Keïta par une dizaine d'associations et de partis amis. Par ailleurs, un consortium de partis amis ou affiliés a intervenu. Chaque parti a d'une manière ou d'une autre sollicité la candidature d'Ibrahim Boubacar Keïta tout en réitérant leur soutien sans faille à toutes ces actions, toutes choses dont Ibeka s'en félicite. Donc ce qu'on m'a fait un accueil tel que celui que vous avez vu, il a été témoin. Je veux simplement remercier la population. Et je m'attendais à un accueil partisan, mais j'ai trouvé un accueil populaire, mais qui est extraordinaire. Et je ne m'attendais pas du tout à ça. Je venais pour la conférence du seul parti, mais c'est devenu une affaire populaire. Nous ne sommes plus dans le temps où le parti unique pouvait faire sortir les gens. Les gens sortent maintenant parce qu'ils le veulent, parce qu'ils le souhaitent, parce qu'ils le désirent. Ce qui accroît d'ailleurs l'importance symbolique de cela. Cette conférence régionale du RPM a donc passé au peigne fin tous les enjeux liés aux échéances électorales de 2012. Le club de soutien à la candidature du docteur Cheikh Modibo Diarra a son démembrement en 3e région. Le bureau régional a été présenté hier dimanche à Sikasso. C'était à la faveur d'une conférence de presse tenue dans la salle du conseil de cercle de Sikasso. Outre la présentation du bureau régional, les échanges avec la presse ont porté sur les élections générales de 2012. Reportage d'Aouda Diakité. En venant au contact de la jeunesse et de la presse locale du Kénédougou, le Bureau national de la coordination du club de soutien à la candidature du Dr Cheikh Modibo Diarra voudra échanger avec ceux-ci sur les grandes ambitions et les enjeux des élections générales de 2012. Notre présence à Sikasso, d'abord, c'est le lancement officiel du club au niveau régional. Et puis, de venir donner le message du docteur Cheikh Modibo Diarra à nos militants, afin qu'ils soient au même niveau d'information que ceux des autres contrées. Cette initiative de la coordination du CSMD a pour but non seulement de soutenir les actions de leurs candidats, mais surtout de baliser le chemin qui mène le parti pour le développement du Mali à la magistrature suprême. Nous sommes vraiment ravis aujourd'hui de constater l'engagement de la jeunesse sikassoise. Cela dénote une fois encore de plus qu'il y a des jeunes qui ne veulent pas se vendre,
qui ne veulent pas vendre leur dignité à cause des t-shirts, à cause des paquets de thé, à cause des kilos de sucre ou à cause des pagnes. La problématique de mobilisation de la jeunesse autour des questions d'intérêt national, l'école, la santé, mais surtout la démocratie et les réformes institutionnelles ont été les thèmes majeurs abordés au cours de cette conférence régionale de Sikasso. La présentation du nouveau bureau de 25 membres, présidé par Abou Koulibaly, chargé de l'opérationnalisation des actions et stratégies en 3e région, a mis fin à la rencontre. La plateforme de soutien aux réformes politiques poursuit sa campagne de sensibilisation pour expliquer à la population le contenu du projet de réforme politique et institutionnelle en cours dans notre pays. Elle a organisé hier dans l'après-midi au terrain Sakali de la commune 2 du district de Bamako un grand meeting pour sensibiliser les populations à voter oui aux réformes qui seront soumises au vote le 29 avril prochain. Compte rendu, Abdraman Maïga. L'importance des réformes politiques et institutionnelles n'est plus à démontrer. Elles jouent un rôle majeur dans le maintien et dans la consolidation du processus démocratique. C'est pour cette raison qu'après son adoption par l'Assemblée nationale, il devient nécessaire que le peuple s'imprègne de son contenu avant son adoption au référendum. Voilà tout le sens de cette démarche entreprise depuis un certain temps par la plateforme de soutien aux réformes politiques qui regroupe 280 associations. L'article 118 de la Constitution du 25 février 1992 reprend la même formule en disant « L'initiative de la révision appartient concurremment au président de la République et aux députés. Son Excellence Amadou Toumani Touré use de ses droits constitutionnels pour donner à notre jeune État démocratique un nouveau visage sur le plan institutionnel et politique. » En initiant ce meeting, les responsables de la plateforme de soutien aux réformes politiques exécutent une de leurs missions essentielles. Il s'agit d'unir toute la population autour de ce projet de loi qui sera bientôt soumis à l'appréciation du peuple malien. La plupart des gens, peut-être, il y a une incompréhension ou il y a une volonté inavouée de ne pas comprendre le projet. Sinon, ce projet, effectivement, répond à la lettre de mission qui a été attribuée au groupe d'experts depuis 2008. Et cette mission, c'est quoi? Renforcer l'état de droit. À travers ce qui est dit dans le projet de loi, nous constatons qu'il y a un renforcement de l'état de droit. Je ne prends que, par exemple, les juristes me suivent, du moins les juristes, véritablement juristes, savent qu'on a tant de souhaité, on a tant demandé l'introduction du contrôle par voie d'exception au Mali, ce qui n'est pas possible. Avec le projet de loi, cela devient possible. Rien que ça, c'est un renforcement de l'état de droit. Pour atteindre leur objectif, la plateforme de soutien aux réformes politiques entreprendra dans les jours à venir des journées de réflexion au sein des établissements scolaires et universitaires, une caravane de sensibilisation des populations sur la nécessité de cette réforme constitutionnelle et enfin une série de meetings de soutien aux réformes politiques et institutionnelles à travers le pays. Le lancement officiel des activités du groupe de réflexion et d'action pour le Mali a eu lieu vendredi dernier au Palais de la Culture. Il s'agit d'un groupe de jeunes cadres et d'opérateurs économiques. Alpha Maïga. La salle Bazoumana Sissoko du Palais de la Culture a toujours été le théâtre de grands événements. Cette grande mobilisation riche en couleurs, en sons et lumières marque le lancement officiel des nouveaux mouvements. Il s'agit du groupe de réflexion et d'action pour le Mali. Ce sont des jeunes cadres, des opérateurs économiques soucieux de l'avenir du Mali. Une des visions du mouvement est de soutenir les actions du président de la République Amadou Toumani Touré et cela jusqu'au 8 juin 2012. Dans la vie d'un homme, d'une nation ou d'une génération, il existe des combats auxquels on peut se soustraire, des batailles qui méritent d'être livrées, tant l'appel du devoir est pressant, tant les défis à relever sont énormes et tant les sentiers nombreux. C'est pourquoi le GRAM, groupe de réflexion et d'action pour le Mali, ont décidé de visualiser leurs compétences, leurs talents, leurs relations, ainsi que leurs moyens, afin d'apporter à notre patrie le Mali leur pierre à son édification. Le GRAM est né de la ferme volonté des jeunes, des femmes et des hommes, animés par un devoir citoyen et patriotique, celui de favoriser le développement économique, ainsi que l'émergence sociale et culturelle de notre nation, de relever qualitativement le niveau de vie de ses citoyens
dans tous les domaines. Selon Amada Dagamensa, à travers les actions posées par le président de la République, Amadou Toumani Touré, le Mali est un exemple en Afrique de l'Ouest. C'est ainsi que le groupe de réflexion et d'action pour le Mali va s'impliquer pour un oui au référendum, ensuite pour une paix au nord du pays. Les artistes Ablaye Diabaté, Babani Kone ont apporté leur touche à la cérémonie. Fin hier dimanche à Katibougou du 6e Conseil fédéral de l'Association des pionniers du Mali. Durant 3 jours, les délégués venus de toutes les régions du pays ont statué sur les textes de leur association et fait des recommandations. Le Conseil fédéral a mis en place un nouveau bureau fédéral dirigé par Dr Mohamed Doumbia. Cédou Traoré nous en dit plus. Ce 6e Conseil fédéral de l'Association des pionniers du Mali a fermé ses portes sur une note d'espoir. Les pionniers du Mali ont adopté des recommandations ayant trait à la transcription des textes de l'association dans les langues nationales écrites. Le Conseil fédéral se propose de responsabiliser le bureau fédéral et les ligues régionales dans l'organisation des activités d'envergure nationale et régionale et décide de mettre les ligues dans leurs droits. Pour le représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports, ce rendez-vous de Katibougou constitue une étape décisive dans la vie du mouvement pionnier. Pionniers du Mali, vous venez de doter votre association de textes qui imprimeront à sa marche future une nouvelle dynamique. Au cours de vos débats francs et fructueux, vous avez pris en compte les attentes pressantes de l'ensemble des pionniers du Mali. Il s'agit entre autres du renforcement des capacités dans les domaines des technologies de l'information et de la communication, du montage de projets, de la gestion administrative et financière, de la citoyenneté, de la protection de l'environnement, de la culture de la paix. Au sortir des 3 jours de débat, comme l'a souhaité le ministre de la Jeunesse et des Sports à l'ouverture des travaux, un nouveau bureau de 17 membres a été mis en place par consensus et est dirigé désormais par le Dr Mohamed Doumbia pour un mandat de 4 ans. Nous ferons le Mali même s'il faut notre sang. Nous ferons l'Afrique même s'il faut notre sang. Le pionnier accomplit sa tâche jusqu'au bout. Voilà pourquoi je prends l'engagement, au nom de mes camarades du bureau fédéral, de mettre en application les résolutions et de respecter les recommandations du 6e Conseil fédéral avec les bénédictions de vous tous. À ce 6e Conseil fédéral, les responsables de la jeunesse ont réaffirmé l'engagement des autorités dans l'accompagnement des pionniers du Mali, la remise d'attestation de reconnaissance aux chefs de service de Koulikoro, une attestation de participation aux différents délégués et des motions et remerciements ont sanctionné les travaux. La coordination des associations et groupements de commerçants détaillants du Mali a tenu cet après-midi une assemblée générale. C'était à la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Cette rencontre était consacrée à la situation sécuritaire dans le nord du Mali. Dans la déclaration qu'il a faite, le président Ama Abba Cissé déplore les récents événements survenus à Ambori et à Tombouctou. Il encourage les autorités maliennes à renforcer les dispositifs sécuritaires autour des commerçants des régions nord du Mali. Parlons à présent sport football. Hier, le stade Ouanzin Koulibaly a reçu du beau monde pour une finale remportée par le Mali, 1-0 aux dépens de la Sierra Leone. C'était à l'occasion du tournoi des anciens footballeurs de la zone 2, Abdul Karim Kaba, pour le résumé du match. Il a fallu les prolongations pour voir l'ouverture du score par Amadou Vieux Paté Diallo. Ce but délivre ainsi tout le stade Ouanzin Koulibaly. 1-0 pour le Mali, c'est ça le score final face à la Sierra Leone. Cette rage de vaincre et la combativité des anciens joueurs maliens ont été salués par le premier responsable de la jeunesse et des sports, Djigiba Keïta. Au-delà de son caractère sportif, ce tournoi amical des anciens footballeurs a donné lieu à un véritable cadre de retrouvailles entre les anciens joueurs d'une part et de l'autre les nostalgiques de la vieille époque. Pendant une semaine, ils se sont rencontrés, aussi bien sur le terrain qu'en dehors du gazon, pour réfléchir ensemble sur la mise en place d'une mutuelle des anciens footballeurs de la zone. Au terme d'un tournoi, le Mali s'est classé premier. Deuxième, la Sierra Leone. Le Sénégal est troisième au lieu de la Guinée, qui a pourtant battu le Sénégal sur le terrain par 1-0. Mais les Guinéens n'ont pas présenté des pièces. Or, le règlement du tournoi interdit aux joueurs de moins de 45 ans de jouer.
la Gambie a eu le trophée du fair play. La nuit, tout le monde s'était donné rendez-vous à l'hôtel Olympe pour un cocktail, au cours duquel l'ENAFOM et l'USOFOOT ont remis des cadeaux à toutes les délégations. Ainsi s'achève la 3e édition du tournoi des anciens footballeurs de la zone 2 avec les Sacres du Mali. Voilà, belle rencontre. La chronique santé de ce dimanche nous parle de la rééducation fonctionnelle, précisément de ce dont a besoin une femme qui, après une grossesse, a des fuites urinaires. Mais les femmes ne sont pas les seules concernées par cette technique. Un homme qui a subi une opération de la prostate peut aussi avoir besoin de cette rééducation. Des méthodes de traitement qui peuvent joindre médicaments et gymnastique. Focus Santé, c'est une réalisation de Tessira Emmanuel Dambélé. Chez une personne, c'est tout un ensemble de muscles, de ligaments et de membranes qui soutiennent les organes du bas-ventre. Appelé périnée, ce dispositif est mis à rude épreuve chez la femme enceinte qui, après accouchement, peut être exposée à certaines pathologies comme l'incontinence urinaire à l'effort, le prolapsus qui est une descente des organes du bas-ventre et qui peut, en fonction de sa gravité, nécessiter une opération chirurgicale. Pour prévenir de pareils cas, le corps médical propose la rééducation du périnée. Appelée rééducation périnéale, elle se pratique à partir de 40 jours après l'accouchement et permet à la femme de préparer la prochaine grossesse et d'éviter d'autres pathologies liées à l'âge. Dans un premier temps, c'est de l'électrostimulation, c'est-à-dire que via une sonde, on donne l'énergie aux muscles pour se retonifier, pour reprendre de la force. Et dans un deuxième temps, toujours avec le même appareil, on demande à la patiente activement de muscler ce muscle, et ainsi pendant au moins une demi-heure, 2 à 3 fois par semaine. Et on sensibilise la nouvelle maman à faire ça aussi chez elle tous les jours. Et grâce à ça, elle évitera en tout cas les problèmes de pathologie. Et après le premier accouchement, c'est important de le faire parce qu'on sait qu'ici, nous avons beaucoup d'enfants, donc pour les autres accouchements, c'est très important. Autre situation nécessitant une rééducation, l'incontinence urinaire consécutive à une opération de la prostate. Appelée rééducation vésico-sphinctérienne, elle s'adresse à la population masculine. À l'image de la rééducation féminine, c'est un renforcement musculaire. On utilise des machines spécifiques pour rééduquer les sphincters, pour rééduquer tout ce qui a été abîmé, soit par le temps, soit avec l'âge, soit par la chirurgie quand on touche à la prostate. Donc souvent, c'est des hommes qui ont connu un cancer de la prostate qui sont opérés. Malheureusement, quand on enlève la prostate, partiellement ou totalement, on abîme un petit peu toute cette musculature sphinctérienne et on se retrouve avec des problèmes urinaires importants, des fuites urinaires qu'on rééduque avec un certain type de machine, avec un certain type de gymnastique pour améliorer, pour retrouver une bonne continence, pour retrouver une bonne musculature interne. Chez les anciens sportifs, on n'est jamais à l'abri de besoins de rééducation. Efforts physiques intenses, fractures, luxations répétées, les arthroses exigent un traitement médical accompagné de rééducation fonctionnelle. En tant qu'ancien footballeur, ancien basketteur, j'ai ce qu'on appelle la maladie des anciens sportifs, c'est-à-dire les arthroses. Ça fait 7 mois, je ne pouvais pas marcher. J'avais mal partout. En 2 mois, avec 2 piqûres, je commence à marcher normalement, je fais toutes mes activités, j'ai pratiquement plus de douleur. Ce renforcement de la musculature relève de la rééducation. Intervenant en amont et en aval, elle permet surtout de remettre ensemble au travail muscles et articulations après une opération, un accident ou une absence trop prolongée d'activité. Assurée par un kinésithérapeute et pouvant être complétée par la chimiothérapie, la rééducation peut être considérée comme un nouvel apprentissage à retrouver une ou plusieurs de ses fonctions physiques. Par exemple, quelqu'un qui a mal au dos, vous n'allez pas tout de suite lui apprendre à faire des exercices. La première chose que vous allez lui apprendre à faire, c'est comment se baisser, comment se lever du lit quand il a mal au dos, pour éviter de se refaire à nouveau mal. Comment se baisser, parce qu'on a tous tendance, dès que vous jetez par exemple une pièce, à se baisser la tête en avant, mais non, il faut se baisser en pliant les genoux et en gardant le dos bien droit. Et tout ça, c'est un ensemble de consignes qu'on appelle l'éducation lombaire, qu'on va donner aux patients
On ira même plus loin, on parlera d'éducation lombaire, gestuelle et posturale. Gestuelle parce qu'il y a des gestes à faire quand on a mal au dos pour se préserver, et posturale parce que quand on a mal au dos, il ne faut pas s'asseoir penché comme ça en avant, ou bien il faut s'asseoir bien droit, avoir un dossier et épouser la forme du dossier. Ça, c'est très important. Et pareil pour la personne qui a mal au genou. Ainsi, peut s'ajouter à la gestuelle et à la posture un ensemble d'interdits pendant la rééducation. Ne pas suivre les consignes et les interdits peut abîmer d'autres muscles ou ligaments et annihiler les efforts de réhabilitation déjà fournis. Dans tous les cas, une activité physique est recommandée tous les jours. Face à l'insécurité grandissante dont fait l'objet la population du septentrion malien, les maires des 5 communes et les chefs coutumiers des 56 fractions du cercle de Ménaka s'associent et dénoncent les prises d'otages, les assassinats et les braquages. Ce collectif, dans une déclaration commune, se dit déterminé au respect de la constitution malienne qui prône l'intégrité territoriale, la libre circulation des personnes et des biens, entre autres. Il a été également question de la prise en compte des rapatriés de Libye. Toutes ces doléances contenues dans une déclaration ont été remises au gouverneur de Gao, le général Mamadou Adama Diallo. Nous y reviendrons dans un magazine spécial demain après le journal de 20h. Voilà, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Tout à l'heure, formation continue avec Aïssata Ibrahim Maïga. Demain, 10h-13h, Nyanya Alou Traoré. J'aurai le plaisir de vous retrouver, Inch'Allah, le soir. Bonne suite de programme à tous sur le RTM.